Distingués participants à la conférence et chers collègues, je vous adresse en quelque sorte mes salutations depuis l'Azerbaïdjan. Tout d'abord, je voudrais exprimer notre sincère gratitude de l'Association mondiale des services publics de l'emploi pour le soutien qu'elle nous a apporté dans l'organisation de la conférence virtuelle sur le développement de carrière et les choix dans l'ère post-pandémique. Je dois noter que l'événement d'aujourd'hui a été organisé conjointement avec l'organisation turque pour l'emploi, qui a toujours essayé de se soutenir mutuellement dans ces activités en échangeant constamment des informations sur les problèmes liés à l'emploi. L'Organisation internationale du travail est également présente et représentée dans la conférence virtuelle. Je les remercie également pour la contribution à la conférence virtuelle. Depuis près de 2 ans maintenant, le monde est aux prises avec le défi de la pandémie Covid-19 et c'est catalysme. Les conditions créées par la Covid-19 ont déplacé le marché du travail vers un format complètement différent et ont formé une direction plus éloignée et alignée. Cela est devenu un grand défi pour nous. La Covid-19 a contribué à l'adoption et à l'application plus rapide de l'automatisation ainsi qu'une large utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier dans des domaines de travail à forte affinité physique. La pandémie a rendu le travail à distance nécessaire dans de nombreux domaines. L'automatisation et l'application des technologies numériques dans ces domaines ont créé une base sérieuse pour le travail à distance et pour l'assurance de l'efficacité et de la productivité du travail effectué. Je suis sûre que la réunion d'aujourd'hui abordera des domaines importants liés au développement de la carrière et aux choix majeurs dans l'ère post-pandémique et qu'un échange d'informations important aura lieu. J'aimerais profiter de cette occasion afin de fournir de brèves informations sur l'Agence nationale pour l'emploi. L'objectif principal de ce programme est d'augmenter le taux d'emploi, de garantir à tous le soutien au plein emploi, le travail décent et d'augmenter la productivité du travail. Afin d'assurer une transparence totale pour la première fois, notre institution a commencé à mettre en œuvre les normes ISO de lutte contre la corruption. L'agence a créé une nouvelle direction appelée Développement de l'emploi numérique afin de devenir un organisme entièrement nouveau, moderne et sophistiqué. Au début du processus, tous les concerts du pays ont déjà commencé à être collectés automatiquement. Les rapports des employés sur le papier ont été annulés. Le processus d'enregistrement et même la formation du programme individuel d'emploi électronique a été lancé. Le sous-système de relations de travail du Code de l'emploi, à moins qu'il n'ait été créé, servira de plateforme unifiée de relations de travail pour les salariés du pays. Les organes exécutifs centraux et locaux soutenant le contrat de travail électronique ainsi que la création d'un système de comptabilité numérique. En outre, la carte de l'emploi du pays a été lancée. Parallèlement aux informations sur la législation relative aux personnes employées, les agences ont commencé à travailler sur l'enregistrement national des personnes employées, en embarrassant tous les groupes de citoyens, le système d'information sur le contrôle de l'emploi informel, le système d'inspection et de suivi mobile, la plateforme budgétaire innovante. Ces services permettront une transition électronique complète de toutes les ressources humaines, du fonctionnement du pays et de l'évolution en ligne des opérations commerciales, des unités administratives territoriales, de la démographie, des spécialistes professionnels et des indicateurs de l'équilibre de la main-d'œuvre. Le contrôle et l'inspection basés sur les risques de le domaine de l'emploi formel seront également mis en place, ainsi que la collecte d'informations sur les travaux publics sur une plateforme unique. Enfin, je tiens à souligner que le fait d'être membre de l'Association mondiale des services publics de l'emploi est très important pour notre institution et pour notre développement. Je tiens à exprimer mon espoir que nous parviendrons à une plus grande coopération à l'avenir. Je crois qu'en partageant l'innovation que nous appliquons en tant qu'agence et en échangeant les bonnes pratiques avec nos collègues au sein de l'ANSEP, nous augmenterons la dynamique positive de notre coopération et à cet égard, la conférence virtuelle d'aujourd'hui est très importante. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était Monsieur Mustafa Abbas Baili, le président du
comité exécutif. Merci beaucoup de ce discours liminaire. Moi-même, j'ai pu constater les différents changements qui ont eu lieu au cours des 2 dernières années. Davantage, en tant qu'équipe, nous pouvons aider nos citoyens pour que la qualité de vie soit plus élevée, pour qu'il y ait davantage d'emplois et une vie meilleure. Ensuite, nous avons notre deuxième intervenant, Monsieur Osan Taganbulga. Il est le directeur général de İşkur, qui est l'Agence nationale pour l'emploi de la Turquie, et il va nous souhaiter la bienvenue d'ici peu. Monsieur Gülran, vous avez la parole. Distingués membres de l'AMSEP, je vous souhaite la bienvenue au nom de la République de Turquie et de l'Agence turque pour l'emploi. Nous sommes très fiers d'organiser cet événement conjointement avec notre pays frère sous l'égide de l'AMSEP, et nous avons une coopération très forte avec l'Agence nationale pour l'emploi de la République d'Azerbaïdjan. Je tiens à remercier le directeur général, M. Mostafa Abbasbeli, et son équipe pour leurs efforts continus. Mesdames et messieurs, je pense que notre événement dont le thème est développement de carrière et choix majeur à l'ère post-pandémique sera très productif pour nous tous. Comme nous le savons tous, la pandémie de Covid-19 a infecté plus de 2 millions de personnes dans le monde. Elle a causé la mort d'environ 4,5 millions de personnes depuis décembre 2019. La pandémie de Covid a entraîné la crise économique la plus profonde depuis la Grande Dépression de 1929. Désormais, tous les pays sont aux prises avec un chômage croissant et tentent de créer des politiques plus inclusives dans ce sens. Outre les problèmes globaux rencontrés pendant la période de pandémie, le chômage est l'un des problèmes les plus difficiles pour les États après les problèmes dans le domaine de la santé. L'importance croissante des politiques de maintien et d'augmentation de l'emploi a accru l'importance stratégique des agences publiques pour l'emploi. Dans ce domaine, les pays qui prennent des mesures immédiatement et les appliquent efficacement surmonteront ces temps difficiles avec le moins de pertes. Les mesures actives relatives au marché du travail, telles que le chômage partiel, les allocations de chômage, la formation et l'orientation professionnelle gagnent en importance. En tant qu'IŞKUR, nous ne sommes pas contentés de conserver les emplois existants pendant la période de la pandémie. Nous avons travaillé dur d'arrache-pied afin de créer de nouvelles opportunités d'emploi. Nous avons immédiatement mis en œuvre diverses réglementations et applications pour relancer l'économie et atténuer les effets négatifs de la pandémie. Grâce aux programmes actifs et passifs du marché du travail que nous mettons en œuvre, nous avons accompli des tâches importantes en nous tenant aux côtés de nos demandeurs d'emploi et de nos employés et de nos employeurs pendant cette période difficile. À ce stade, notre objectif est de normaliser le marché du travail et de prendre des mesures pour augmenter l'emploi. En tant qu'agence publique pour l'emploi, nous devons reconsidérer nos services dans la période post-pandémique et créer de nouveaux moyens pour répondre aux besoins changeants du marché du travail. Nous devons donc nous adapter les technologies du futur et l'intelligence artificielle à nos services de l'emploi afin de nous adapter aux nouvelles conditions de travail dans le processus de nouvelle normalité. Nous devons apprendre davantage les uns des autres pour produire des solutions créatives et innovantes. Dans ce contexte, lors de l'événement que nous avons organisé aujourd'hui, je tiens à remercier une nouvelle fois l'AMSEP de nous avoir donné l'occasion de partager les expériences de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Il est très important pour nous tous que l'AMSEP produise des solutions communes aux nombreux problèmes rencontrés sur le marché du travail au niveau régional et mondial. J'espère que les expériences que nous partageons contribueront à l'élaboration de politiques du marché du travail plus efficaces et un meilleur avenir pour nos pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé votre aperçu. Il est très important que nous apprenions les uns des autres et j'aimerais également remercier l'AMSEP d'avoir organisé cette réunion. Sans plus attendre, nous avons notre premier intervenant. Il s'agit de Monsieur François Doumora, expert en service de l'emploi, référent en orientation professionnelle au sein de l'OIT. Il va nous parler de la vision globale de l'OIT sur les outils et l'évolution de l'orientation professionnelle. Monsieur Doumora, vous avez la parole.
Merci Togrul. Chers collègues, c'est un plaisir aujourd'hui de participer avec vous à ces échanges. Je tiens tout d'abord à remercier les 3 co-organisateurs de cette conférence, l'AMCEP, le service de l'emploi d'Azerbaïdjan et le service de l'emploi de Turquie. Car il est important réellement aujourd'hui de partager sur la thématique de l'orientation. C'était déjà important hier, c'est encore plus important aujourd'hui. Le 20 juin 2021, les 187 pays membres de la Conférence internationale du travail, réunis à Genève, en visio également, ont adopté un appel mondial à l'action en faveur d'une reprise post-Covid centrée sur l'humain. Il s'agit clairement de mettre l'humain au centre des politiques de reprise. Cela impliquera forcément un rôle essentiel à jouer pour les services publics de l'emploi, dont un renforcement des offres de services, en particulier sur l'orientation professionnelle. Ma présentation aujourd'hui sera donc axée sur le rôle de l'orientation professionnelle dans la reconstruction post-Covid. Je vous propose une réflexion en 5 étapes. Tout d'abord, je vous apporterai quelques données, peu de données, soyez-en sûrs, sur l'impact de la crise du Covid sur le monde du travail, avec un zoom particulier sur l'impact spécifique concernant les jeunes. Nous regarderons ensuite brièvement les résultats de l'enquête qui a été réalisée par plusieurs organisations sur le Covid et les dispositifs d'orientation. Ensuite, nous consacrerons un peu plus de temps à nous poser la question et à trouver des réponses à la question « Pourquoi investir aujourd'hui dans l'orientation professionnelle ?» Et pour terminer, je vous présenterai en quelques mots quelle est l'offre de service de l'Organisation internationale du travail aujourd'hui dans l'appui aux dispositifs d'orientation pour les services publics de l'emploi. Nous sommes tous conscients, ça a été évoqué par les précédents orateurs, que la crise Covid a eu un impact considérable sur le monde du travail. Je vais donc vous partager quelques données diffusées par l'OIT. L'OIT a créé d'ailleurs pour l'occasion un observatoire spécifique de l'impact de la crise Covid et je vous engage d'ailleurs à aller sur le site internet de l'OIT où vous retrouverez ces données et beaucoup d'autres. La première figure, la figure 4, schéma numéro 4, montre l'impact en 2020 de la première phase, voire deuxième vague même, du Covid sur l'emploi. Cet impact, il est évalué comme étant 4 fois plus important que la crise de 2009. Et comme ça a pu être dit, le monde n'a pas connu de crise aussi importante depuis les années 30. En 2020, 8,8% des heures de travail au niveau mondial ont été perdues, soit l'équivalent de 255 millions d'emplois à temps plein. L'OIT a fait des projections. Sur 2021, on estime que ce nombre sera encore de 75 millions. Et sur 2022, on ne connaît pas évidemment l'évolution de la pandémie sur le plan de la maladie, mais sur 2022, on sait qu'il y aura encore des impacts sur l'emploi. On évalue à 23 millions d'emplois perdus. Les plus impactés, comme souvent, sont les femmes, avec un taux d'impact supérieur de 5 points, et les jeunes avec un taux d'impact supérieur de 9 points. Voici une cartographie des heures de travail perdues en 2020, donc qui correspondent à peu près à ce qu'on a appelé la vague 1 et la vague 2 du Covid. Comme on peut le voir, l'impact, il est mondial, mais avec des différences assez notables par continent. Et on voit notamment que le continent américain, et surtout l'Amérique du Sud, a été sans doute la plus impactée au niveau du monde du travail.
L'Europe du Sud notamment a été très impactée, l'Inde et puis beaucoup d'autres pays. Chacun pourra y trouver le sien. L'évolution du chômage mondial est estimée à plus 10%, donc c'est une évaluation de l'OIT, plus 10% entre 2019 où on comptait 187 millions de chômeurs et 2022 où on évalue que la planète comptera à peu près 205 millions de chômeurs. Pardon, excuse-moi. Depuis janvier 2020, l'OIT estime que 93% des travailleurs dans le monde, début janvier 2020, 93% des travailleurs dans le monde habitaient dans un pays où les lieux de travail étaient soumis à des restrictions d'ouverture, ce qui confirme bien le caractère mondial de l'impact de la crise sur le monde du travail. Faisons maintenant rapidement un zoom sur les jeunes. L'impact spécifique de la crise du Covid sur les jeunes dans le monde du travail. Ces éléments sont issus d'un rapport, d'une enquête publiée également par l'OIT. Qu'est-ce qu'on y voit? La proportion de participants à cette enquête qui déclarent avoir cessé de travailler après le début de la pandémie. On voit que 17,4% des 18-29 ans ont cessé de travailler du fait du Covid. Et dans ces tranches d'âge, les plus touchés sont les plus jeunes, c'est-à-dire les 18-24 ans. 23,1%, soit presque un quart des jeunes de la planète, ont cessé de travailler durant la crise du Covid. Ici, les plus touchés, en proportion, sont les hommes. Dans cette même enquête sur les jeunes, nous découvrons également un impact qui est souvent beaucoup moins mesuré, qui est l'impact de la crise sur le bien-être mental. Et là, les chiffres peuvent nous faire frissonner, je dirais. On s'aperçoit que seulement 35% des jeunes se déclarent optimistes sur l'avenir et 50% présentent des signes de dépression. Évidemment, cet état mental de la jeunesse n'est sans doute pas uniquement lié à la crise du Covid, mais il est clair que la situation a été considérablement aggravée par la crise du Covid. Parlons maintenant des dispositifs d'orientation et de leur mobilisation durant la crise du Covid. Les éléments que je vais vous communiquer maintenant ont pour source un rapport orientation professionnelle, politique et pratique dans la pandémie, un rapport qui a été élaboré suite à une enquête réalisée par 6 organisations internationales, le CEDEFOP, l'Union européenne, ETF, l'ICCDPP, l'OIT, l'OCDE et l'UNESCO. Cette enquête a eu quand même 963 répondants issus de 93 pays. Une enquête qui a été menée entre juin et août 2020, donc pour faire ressortir la mobilisation des dispositifs d'orientation durant la première phase de la crise du Covid. Qu'est-ce que l'on y voit? On y voit que durant la première vague, de nombreux services d'orientation ont été fermés. Et pourtant, c'était sans doute un moment où ces services étaient sans doute indispensables. Mais de nombreux services ont été fermés parce que, voilà, chaque pays, pour faire face à la pandémie, a décidé des mesures d'exception. Puis, il y a eu une phase de réorganisation. Ce que l'on peut voir aussi dans cette enquête, c'est que pour 40% des pays, l'orientation a été mobilisée pour faire face à l'impact de la pandémie. C'est-à-dire que l'orientation a été utilisée comme un des outils, comme une des réponses du plan d'action national pour faire face à l'impact de la pandémie. Et ce que l'on peut voir également dans cette enquête, c'est que les professionnels de l'orientation ont été très mobilisés, ils ont su s'adapter.
Il y a eu bien sûr une grande utilisation des réseaux sociaux, ce qui n'était auparavant pas trop le cas des services d'orientation, donc très forte mobilisation des réseaux sociaux, très forte mobilisation des ressources en ligne destinées à remplacer l'offre présentielle. C'est-à-dire que comme les services étaient fermés, eh bien, il y a eu mobilisation notamment de la visio, c'est-à-dire des entretiens vidéo à distance dans de nombreux services d'orientation dans le monde. Mais on le sait, la visio, donc le numérique, n'est pas accessible à tous. Donc beaucoup de services ont également proposé un soutien téléphonique pour les populations les plus en difficulté, soit les populations qui n'avaient pas accès à Internet, donc une forte mobilisation d'un soutien téléphonique. Il y a eu également une mobilisation importante sur l'information sur le marché du travail, puisqu'une demande forte des demandeurs était de savoir vers quel autre secteur professionnel serait orienté du fait de la crise. Donc, forte mobilisation d'informations sur le marché du travail et des dispositifs de formation. Et puis, même si ce n'est pas le métier de ces professionnels de l'orientation, ils ont également eu un rôle important de soutien psychologique. Je vous engage donc à consulter le résultat de ce rapport que vous trouvez également sur le site de l'OIT. Je vous invite maintenant à nous poser la question, pourquoi investir aujourd'hui dans l'orientation professionnelle? 6 propositions de réponse que nous allons détailler. Déjà, investir dans l'orientation professionnelle parce que déjà, c'était indispensable avant la crise. On le sait, l'avenir du travail, la modification des métiers rend ces dispositifs incontournables. Et puis, cela répond à des enjeux économiques. Et l'amplification des besoins du fait du Covid est une réalité. Et puis, l'orientation professionnelle, c'est également un outil pour redonner espoir. Enfin, nous verrons que le rôle des services publics de l'emploi est essentiel sur ces dispositifs. En effet, il était déjà nécessaire, avant la crise, d'investir sur les dispositifs d'orientation professionnelle. Je n'ai pas à vous en convaincre, vous êtes tous issus de ce domaine. En 2015, selon l'OIT, 1 jeune sur 5 dans le monde était considéré comme NEET, le fameux acronyme NEET, c'est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en formation. En 2015 toujours, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies approuvait l'agenda 2030. Vous connaissez cet agenda 2030 pour le développement durable qui décrit 17 grands objectifs. Parmi ces 17 grands objectifs, il y a l'objectif qui est relatif à l'emploi, au monde du travail, et qui est un objectif de mobilisation pour offrir à chacun un travail décent. À l'occasion de cet objectif, de cette approbation de l'agenda 2030, il avait été demandé d'ailleurs à l'OIT de préparer et de négocier un plan d'action international pour l'emploi des jeunes. Ce plan d'action international pour l'emploi des jeunes, il a été finalisé et il a été approuvé par l'ensemble des pays membres de l'Organisation internationale du travail en novembre 2020, ici à Genève. L'avenir du travail. Eh bien, on le sait, le marché du travail est déjà marqué par des transformations majeures, des transformations liées aux enjeux climatiques, aux enjeux démographiques, aux enjeux technologiques et bien d'autres. On connaît les nouvelles économies qui se développent, économie verte liée aux métiers notamment de l'environnement, économie numérique qui existe depuis longtemps mais qui va encore s'accroître en puissance, l'économie bleue liée aux métiers émergents, liés à la mer et aux océans, et puis l'économie des services à la personne
liées au vieillissement important de la population, notamment dans les pays riches. Ce ne sont que 4 exemples de transformations majeures du marché du travail, mais notre marché du travail, nous le savons, il se transforme de plus en plus rapidement avec des métiers qui disparaissent, des métiers qui se créent, des métiers qui se transforment. Et ici, l'orientation est essentielle à mobiliser. Les enjeux économiques. Les enjeux sont aussi, bien sûr, fortement économiques. Nous savons qu'il est coûteux pour un pays d'investir dans des dispositifs d'orientation plus étoffés et plus performants. Nous savons que cela implique aussi d'investir sur les systèmes d'information du marché du travail et surtout d'investir pour proposer une offre de formation professionnelle riche, adaptée et accessible au plus grand nombre. Tout cela est extrêmement coûteux. Mais c'est évidemment un investissement gagnant pour l'économie du pays, en particulier pour lutter contre l'inadéquation accrue entre les besoins des entreprises et les profils des demandeurs d'emploi, voire des salariés. Aujourd'hui, au sortir de cette crise, on entend parler encore plus qu'avant de cette inadéquation et de la difficulté des entreprises à trouver des candidats. Donc c'est évidemment un investissement gagnant, je dirais, pour l'économie et pour l'insertion professionnelle. Les dispositifs de gestion des carrières deviennent aujourd'hui incontournables pour répondre aux besoins en compétences du monde économique. Le Covid a évidemment amplifié tous ces phénomènes. Les équilibres économiques et sociaux ont été bousculés. De nouvelles façons de travailler sont arrivées, notamment avec le télétravail qui, nul n'en doute, restera assez ancré dans les pratiques. Des secteurs économiques ont été désertés pendant la crise. Ils peinent aujourd'hui à recruter au moment de la reprise. Et les plus fragiles ont été aussi les plus touchés. Il y a donc réellement une nécessité de reconstruction basée sur l'humain. Et puis, il s'agit de redonner espoir. Les dispositifs d'orientation permettent aussi de redonner espoir. Je vous le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, seulement 35% des jeunes se déclarent optimistes sur l'avenir. Il y a nécessité de les aider à rebondir en identifiant le métier et la formation qui leur correspond. Il est nécessaire d'apporter un soutien psychosocial et des solutions personnalisées à tous ces jeunes, mais aussi à tout un chacun, à tout moment de la vie professionnelle, de la jeunesse jusqu'aux derniers âges du travail. Le rôle des services publics de l'emploi est essentiel. Nous serons tous d'accord, je pense, pour le souligner. La Convention de 1948, Convention internationale, Convention numéro 88 de 1948 de l'OIT, décrivait déjà le rôle des services publics de l'emploi très précisément et leur rôle notamment d'acteur central dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Proposer des supports d'information sur le marché du travail, c'est là aussi un élément important, un rôle important des services publics de l'emploi. Développer le conseil en évolution professionnelle est une mission de plus en plus essentielle pour les SPE aujourd'hui. Et puis on voit également que les SPE prennent une place de plus en plus importante autour de la formation professionnelle. Les SPE ont un rôle déjà pour identifier auprès des entreprises, auprès des branches professionnelles, les secteurs où les compétences sont attendues, où les compétences sont nécessaires. Les SPE prennent de plus en plus un rôle pour organiser, pour décrire, pour cartographier
la carte des formations professionnelles à mettre en œuvre, et les SPE ont un rôle de plus en plus maintenant d'acheteurs de formation pour mettre en œuvre directement ces formations professionnelles et bien sûr orienter les demandeurs d'emploi vers ces secteurs porteurs d'emploi. Le SPE a également un rôle pour favoriser l'équité. En tant que service public, seul le SPE, le service public de l'emploi, est en capacité d'agir pour ceux qui sont souvent laissés sur le côté, donc d'agir pour ceux qui en ont le plus besoin, à travers tous les outils que le SPE peut mobiliser, notamment les outils numériques. Mais là aussi, on sait que ceux qui sont le plus en difficulté ont besoin qu'on garantisse leur accès aux outils numériques. Voici donc les 6 raisons principales que je pense nous partageons sur la nécessité que les dispositifs d'orientation aujourd'hui prennent une place de plus en plus importante dans les politiques de chaque pays. Pour terminer, je vous présenterai donc l'offre de services de l'OIT dans l'appui aux dispositifs d'orientation. Nous proposons 2 niveaux de services pour développer les dispositifs d'orientation dans les pays. Un premier niveau de mise à disposition d'outils au niveau mondial. Nous créons actuellement une collection de guides pratiques destinés aux chercheurs d'emploi, mais destinés aussi aux conseillers à l'emploi. Je vous enverrai tout à l'heure d'ailleurs le lien vers ces outils. Nous proposons une offre de formation pour les conseillers à l'emploi et pour leurs managers. Et nous préparons des outils également numériques. Et puis enfin, nous proposons une offre de service de 2e niveau d'accompagnement sur mesure des pays demandeurs, avec une possibilité de diagnostic des dispositifs nationaux d'orientation, un appui à la définition des stratégies d'orientation, et puis un accompagnement à l'élaboration d'outils spécifiques sur mesure. Je vous remercie pour votre attention et je serai à votre écoute tout à l'heure pour des questions sur le sujet. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur, pour votre présentation formidable, pour les détails, les questions, la richesse des contenus. J'ai noté ce que nous pourrions faire en Azerbaïdjan et je suis vraiment époustouflée. Merci en particulier par rapport à l'espoir. Hier, je lisais un livre sur les conseils professionnels et une compétence nécessaire, c'est que les conseillers doivent pouvoir donner de l'espoir. Et ça, c'était bien noté dans le livre. Et je l'ai reconnu dans votre présentation. Et je pense que c'est absolument nécessaire. C'est le rôle des SPE de garder cet espoir. Chers amis, maintenant, je vais modérer. Je m'appelle donc Togrul Alakbarov, je suis chef de la division de l'orientation professionnelle à l'Agence d'État pour l'emploi et je vais maintenant vous parler de mes réflexions, de notre vision sur l'orientation professionnelle en Azerbaïdjan. Commençons donc. Tout d'abord, ce qui s'est passé. La question qui revient de plus en plus, que s'est-il passé pendant les derniers 18 mois? Comme notre dernier intervenant nous l'a bien indiqué, les études de l'OIT ont montré que après la grande dépression de 2009, le Covid est le plus grand détracteur du marché du travail. De nombreuses personnes ont perdu donc leur travail, sont devenus des chercheurs d'emploi. Et ce que nous savons, c'est que en 2020, lorsque la pandémie a été détectée, il y avait donc une baisse des heures de travail de 8,8% par rapport au dernier trimestre de l'année 2019.
Donc, il y a eu un déclin. Les travailleurs du monde entier ont perdu 3 700 milliards de dollars, soit 4,4% du PIB mondial. Donc, c'est énorme. Mais nous avons de l'espoir. Et nous estimons qu'après la vaccination, et nous estimons que le marché du travail reprendra d'ici le début de l'année 2021. Et on a bien vu que le marché ne s'en est pas encore remis du choc. Et de nombreux pays connaissent des troisième, des quatrièmes vagues de la pandémie. La vaccination est mise en œuvre à travers le monde, mais ne résout pas tous les problèmes. Et en plus d'avoir de l'espoir, nous avons des attentes. Nous pensons donc avoir d'autres vagues de la pandémie. Et dans le processus de reconstruction post-pandémique, cela a un grand impact sur les personnes. Cela accroît les inégalités entre les pays et les personnes. Donc, comment avons-nous été touchés? Avant la pandémie, nous avons organisé, offert des services d'orientation professionnelle aux élèves dans les établissements scolaires et organisé des séminaires professionnels. Donc, une orientation professionnelle qui a été organisée par les services publics de l'emploi pour les élèves, pour les étudiants, les chercheurs d'emploi, les personnes au chômage et aussi les parents d'étudiants. Donc nous avons tout d'abord, quand nous parlions des étudiants, on travaillait en face à face, en personne. Nous organisions donc des sessions d'orientation dans les écoles, dans les universités. Donc après la fermeture des écoles, nous avons dû reporter les séminaires et les forums publics. Donc comme dans de nombreux pays, l'effet a été que nous n'avons pas pu aider les personnes en personne parce que c'est trop dangereux. C'est pourquoi les activités ont dû être réalisées en ligne et nos activités d'orientation en personne ont été suspendues. Donc avant cette période, malheureusement, nous n'avons pas pu faire l'expérience de fournir ces services en ligne. Donc, de nombreuses personnes sont des entrepreneurs. Donc, la pandémie a été une opportunité de voir la situation d'une perspective différente. Donc, ce que nous avons fait, nous avons compris que nous devons préparer une nouvelle orientation professionnelle avec des nouvelles personnes. Donc, à partir de janvier 2020, nous avons commencé à former des conseillers d'orientation professionnelle chargés de fournir des services en ligne. Donc, c'était une période de test. Nous avons formé 25 personnes à la planification. Nous avons travaillé avec eux pendant 3 mois et au final, nous en avons sélectionné 8 pour donc fournir ces services d'orientation professionnelle en ligne. Donc, nous avons mis en œuvre Allo Career. C'est un service d'orientation professionnelle. Cela signifie que quand quelqu'un vous appelle, qui nous dit « Eh bien, j'ai besoin d'aide d'orientation ». Donc, nous avons un service qui a été conçu pour des services qui répondent à un besoin personnel, donc pour l'orientation professionnelle, la préparation des CV, des lettres de motivation, de l'éducation à l'étranger, etc. Donc, simplement des personnes qui peuvent vous aider dans votre orientation. Il y avait de nombreux sujets qui ont été couverts par nos conseillers. Et cela a été fait aussi par nos travaux. Donc, je vais vous montrer les résultats plus tard. Ce sont des réunions en tête-à-tête, donc privées. Il y a aussi des ateliers, des réunions de groupe qui partagent leurs expériences, comment leur recherche avance, etc. Et ensuite, il y avait des webinaires professionnels aussi, donc sur Zoom ou Streamio. Nos premiers sujets ont été sélectionnés pendant l'été, donc les sélections professionnelles sont surtout réalisées l'été. Et nous avons donc préparé les étudiants à comment se préparer à cette période de sélection. Donc, quels sont les résultats de nos travaux? Donc, des statistiques très intéressantes. Ces derniers mois, nous avions plus de 800 personnes qui ont bénéficié des services. Le nombre total de réunions était de plus de 1000. C'est-à-dire que une personne a pu avoir utilisé nos services plus d'une fois même. Et ce qui nous rend très heureux et très fiers, c'est qu'après chaque réunion, nous envoyons un formulaire d'évaluation.
et nous demandons à nos clients d'évaluer nos services. Donc, parmi les personnes qui ont répondu à ces questionnaires, 98% étaient heureux de recevoir nos services, étaient satisfaits par nos services. Donc nous sommes très fiers, très heureux de pouvoir fournir ce type de service qui aide réellement nos clients. Quoi d'autre? Nous avons compris que ces centres de formation et d'orientation professionnelle ne sont pas toujours suffisants. Nous avons décidé de les développer pour les PES, ce qui nous aidera donc à réaliser plusieurs objectifs. Tout d'abord, il s'agit d'une solution flexible, de l'adaptabilité. Donc ce que nous voyons depuis la recherche de l'OIT et d'autres recherches, l'avenir du marché du travail va être très changeant. Et donc il faut établir une institution qui pourra répondre à ces changements très rapidement, qui puisse s'adapter et trouver des solutions flexibles. Et c'est le rôle donc de ce centre de carrière, de trouver des solutions flexibles pour l'avenir proche. Cela nous aidera aussi à mettre en place des objectifs primaires, atteindre nos objectifs et aussi trouver des plans durables pour l'avenir. Donc quels sont nos plans pour l'avenir? Ce que nous faisons actuellement, c'est dans les centres de carrière, nous avons un Brain Hub. C'est un think tank qui nous aidera donc à répondre aux objectifs que j'ai mentionnés avant. Tout d'abord, les études des expériences internationales. Donc, nous avons doublé, triplé nos efforts pour la perspective d'avenir. Et quand vous m'écoutez aujourd'hui et maintenant, en tant que représentants des agences des services publics en Azerbaïdjan, nous sommes prêts à partager nos expériences et nous serions heureux d'entendre les vôtres. Donc si vous avez des questions, nous pourrons en parler après cette réunion. Je pourrais vous donner mon contact. Et honnêtement, nous avons déjà établi une coopération avec de nombreux PES à travers le pays, à travers le monde, et nous aimerions encore en avoir d'autres. Nous allons aussi préparer donc des manuels d'orientation professionnelle. Donc, on a bien remarqué que nous sommes plus forts en équipe, et c'est pourquoi nous voulons développer des manuels numériques et papier pour aider nos conseillers d'orientation avec leur diagnostic, mais qui nous fournira aussi les outils pour travailler de manière plus efficace. Bien sûr, nous n'oublions pas et nous faisons particulièrement attention à nos fournisseurs de services. Donc, ce Brain Hub nous aidera à tester, à évaluer nos services et à les développer. Et maintenant, par rapport au retour des études de marché, nous avons déjà de grands résultats et des résultats très parlants. Le marché change donc rapidement et nous continuerons à mener des études de marché. Les besoins du marché du travail, on l'a vu tout à l'heure déjà, par rapport au manque d'ajustement entre les offres de travail et les compétences disponibles, il faut vraiment trouver un équilibre, trouver les formations pertinentes pour le marché du travail. Une de nos initiatives est aussi le conseil de coordination. Donc, dans les centres de carrière, nous sommes donc en lien avec les institutions. C'est-à-dire que en Azerbaïdjan, nous avons plus de 40 institutions de haut niveau. Et elles ont toutes des centres de carrière. Mais il n'y a pas de lien, presque pas de lien entre les unes et les autres. C'est pourquoi nous avons établi un conseil de coordination où nous avons déjà les votes, les institutions, les universités à bord. Et l'objectif est d'échanger les expériences avec d'autres universités, aider les universités à établir leur service de carrière et de les aider à développer un service de carrière de soutien, qui soutient, et ça je dois le souligner, établir et permettre l'établissement un standard, une norme
universelle de services de carrière. Donc nous avons des exemples de Turquie, de Russie, etc. Mais nous aimerions avoir une norme universelle en ce qui concerne l'orientation professionnelle et les conseils d'orientation professionnelle. Donc pour les prochains mois, je pense qu'il y aura beaucoup d'avancées dans ce domaine. Maintenant, la profession mobile, ça c'est mon initiative préférée. Ça peut sembler peut-être un peu formel, mais en fait, c'est quelque chose de très utile. Qu'est-ce que cela signifie? Nous prévoyons d'utiliser. Donc en fait, le logo de ce projet est un bus. Oui, vous avez bien entendu, un bus. Nous prévoyons donc d'utiliser un bus pour rassembler des représentants de différentes professions, 10-15 professions par exemple. Et avec ces experts, nous allons sillonner l'Azerbaïdjan dans les villages, les montagnes. Et nous allons aller voir toutes les écoles, les étudiants qui n'ont pas accès à Internet et qui ne connaissent pas vraiment le marché du travail. Nous allons les informer. Nous mettrons des tentes où les spécialistes pourront accueillir les étudiants, les écoliers et les professionnels pourront partager leurs expériences. Pas seulement donner des conseils, mais vraiment donner une occasion, l'opportunité de tenter, de s'essayer à la profession. Donc, on va voir un designer, par exemple, qui va montrer comment on utilise PowerPoint, Photoshop, etc., d'autres systèmes nécessaires pour son travail. Donc, les étudiants, les élèves auront une opportunité de voir un peu à quoi ressemble ce métier et peut-être que cela pourra les aider à prendre une décision. Pendant ces événements, nous prévoyons aussi d'organiser plusieurs séminaires pour les habitants des villages, des villes, par exemple aussi pour les personnes au chômage, les chercheurs d'emploi et pour les parents, pour les informer, les sensibiliser au changement du marché du travail. Et le gouvernement et les communautés locales pourront donc avoir un point de contact. Maintenant, le centre de certification. Un des rôles de nos centres de carrière que nous prévoyons de monter bientôt, c'est le centre de certification. Qu'est-ce que c'est que cela? Quel est le problème? Donc en fait, la notion de conseiller d'orientation est très nouvelle. Ce concept est très nouveau en Azerbaïdjan. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas d'institutions de haut niveau qui fournissent l'éducation qui répond aux besoins du marché du travail. Mais nous avons une grande demande. Donc, il y a de nombreux organes gouvernementaux et d'entreprises qui ont besoin de conseils. Et donc, ils ont développé ces conseils eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que nous prévoyons de faire? Nous voulons établir donc un lien pour les conseillers d'orientation. Les personnes qui souhaitent devenir conseillers ou conseillères d'orientation s'approchent, peuvent nous contacter et peuvent donc réaliser une formation et être certifiés. Jusqu'à présent, cette certification est fournie par des entreprises privées, mais reste officielle. Cela aidera peut-être aussi d'autres gouvernements, d'autres institutions à répondre aux besoins du marché du travail et de trouver des conseillers d'orientation pertinents. L'avantage de ceci, c'est d'avoir le même système. Ces personnes ont les compétences nécessaires à la profession. Ensuite, nous tentons de travailler avec les universités, travailler sur les programmes universitaires et peut-être mettre même en œuvre un cursus de conseiller d'orientation à l'université. Ensuite, nous prévoyons aussi de travailler avec les institutions internationales, de tirer parti de leurs bonnes pratiques, d'avoir des programmes auxquels nous pourrons participer, comprendre réellement ce qui est nécessaire sur le marché du travail international aussi, et tenter d'intégrer ces apprentissages dans nos programmes de certification et de les maintenir à jour ainsi. Merci pour votre attention. Voilà ce que je voulais partager avec vous.
voici notre contact, notre contact. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions, je serai ravie de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Nous avons maintenant notre troisième intervenant, Monsieur Ramazan Perpora, qui est un expert de l'orientation professionnelle en Turquie et qui nous parlera donc de l'orientation professionnelle, de son évolution et des actions en Turquie. Monsieur Perpora, la parole est à vous. Merci. Je m'appelle donc Ramza Begbora. Je suis expert de l'emploi et de l'orientation professionnelle pour le BES turc en Turquie. Il s'agit donc d'une institution turque et nous fournissons des services pour les demandeurs d'emploi, les employeurs, les étudiants. Il s'agit donc d'un service public de l'emploi et notre agence a été établie en 1946 et nous fournissons nos services à des groupes cibles. Nous avons 3 idées de services principales. Je peux dire que tout d'abord, les stages. Ensuite, les conseils d'orientation professionnelle et ensuite, les programmes actifs et passifs pour le marché du travail. Je peux dire que ISHCO est un soutien pour les chercheurs et les employeurs. Nous recevons des demandes des employeurs d'un côté et d'un autre côté, les chercheurs viennent chercher nos services dans nos centres auprès de nos conseillers. Les conseillers peuvent donc tenter de trouver un emploi adapté aux compétences des chercheurs d'emploi. Nous avons aussi un système de gestion des CV, c'est-à-dire que chaque chercheur d'emploi, chaque employeur bénéficie d'un conseiller. Je vais aujourd'hui vous parler de nos services. Nous fournissons donc ces services dans le secteur de l'emploi, mais nous sommes aussi responsables des conseils d'orientation professionnelle dans les centres d'éducation, comme vous pouvez le voir sur ce plan que je vous présente à l'écran. Donc, il s'agit donc, nous avons 3 objectifs, 3 publics cibles qui sont les chercheurs d'emploi, les employeurs et les étudiants. Nous sommes là, les conseillers en matière d'emploi et en orientation professionnelle assistent les demandeurs d'emploi pour améliorer leurs compétences professionnelles, se reconvertir, réajuster leurs compétences. Et nos conseillers vont les aider à comprendre la législation, vont aider les étudiants à choisir leur profession. Et les services sont fournis en personne, en petits groupes, de manière individuelle, dans les établissements scolaires ou sur les lieux de travail. Nos services sont disponibles dans tout le pays, dans toutes les provinces et dans tous les centres de services. Nous essayons maintenant d'établir un nouveau modèle que nous appelons un système de conseil basé sur le profil qui date de la fin 2017. Nous fournissons maintenant ce service dans 69 unités du pays. Dans ce système, nous invitons nos conseillers et nous les divisons en 5 branches. Donc d'abord des conseillers pour les chercheurs d'emploi, l'autre sera des conseillers pour les employeurs, des coachs pour les personnes vivant avec un handicap et d'autres groupes qui sont donc spécifiques.
Maintenant, quelques informations et quelques chiffres pour les entretiens individuels. Vous voyez bien que les chiffres augmentent d'année en année, en particulier avant la pandémie, en 2019. Donc, vous pouvez voir que plus de 4 millions de personnes ont pu bénéficier de nos services de conseil. Nous avons mené plus de 7 millions d'entretiens individuels. Un autre type de service sont les entretiens en groupe, comme vous le voyez là aussi. Près d'1 million en 2019 ont participé à ces entretiens de groupe, mais du fait de la pandémie, vous voyez que les chiffres ont chuté, en particulier l'année dernière, mais cette année aussi. Les conseillers visitent les lieux de travail. En particulier avant la pandémie, nous avons atteint presque plus de 700 000 visites sur les lieux de travail, et lors de ces visites, nous tentons de capter les besoins des employeurs et nous tentons de trouver réponse et de pouvoir les appairer avec des chercheurs d'emploi. Maintenant, pour ce qui est des visites d'établissements scolaires, vous voyez aussi là les chiffres année par année. Il y a une augmentation. En particulier 2018 a une année très forte avec presque 30 000 visites d'établissements scolaires. Maintenant, par rapport à l'information pour l'année 2021, comme vous pouvez le voir, les nombres concernent la période de janvier à juillet. Presque 1 million de personnes ont pu bénéficier des conseils en orientation professionnelle. Il y a eu presque donc 1 million d'entretiens avec les conseillers. Et pendant cette période, il y a eu aussi 300 000 lieux de travail qui ont été visités et près de 400 000 et de nombreux établissements scolaires aussi. Maintenant, quelques détails sur les conseils professionnels, les conseils en orientation professionnelle. Donc, les conseils aux demandeurs d'emploi. Nous avons environ 4000 conseillers à travers le pays. Il y a des centres de services à travers le pays et nous proposons aux demandeurs d'emploi des services de Ishkur. Donc, les conseillers en matière d'emploi rencontrent donc les chercheurs d'emploi. Ils leur aident à se connaître un peu mieux, leur donnent des conseils sur les formations pratiques, techniques. Ils peuvent les guider. Les demandeurs d'emploi, donc, peuvent tirer avantage de ces services. Cela peut beaucoup les aider pour trouver des programmes de formation, de développement personnel. Ce type de développement des compétences et ce type de formation qui sont proposées aux demandeurs d'emploi sont donc très efficaces. Il y a différents séminaires, différents types d'interviews individuelles qu'on peut mener avec les chercheurs d'emploi et cela leur est très utile. Maintenant, pour ce qui est des conseils aux employeurs, nous rendons donc visite aux entreprises à tout moment de l'année. Lorsque nous rendons visite donc à ces entreprises, on tente de capter leurs demandes en termes de compétences. Nous leur présentons aussi les services de Ishkur. Nous tentons de les lier à Ishkur. C'est donc un lien donc entre la demande et
entre les demandeurs d'emploi et les employeurs de l'autre côté. Nous essayons donc vraiment de pouvoir ajuster l'offre à la demande et de trouver le plus d'emplois possible pour les demandeurs d'emploi. Pour pouvoir donc répondre aux besoins du marché, des employeurs, mais aussi pour pouvoir déterminer quels seront les besoins à l'avenir de la part de ces entreprises. Cela nous permettra de nous guider pour la planification et l'orientation des demandeurs d'emploi. Les employeurs donc peuvent nous informer et soutiennent donc les services IJCOUR grâce à leurs prévisions. Un autre aspect, c'est l'orientation professionnelle. Donc, lors de cette orientation, nous fournissons à nos étudiants des services IJCOUR, c'est-à-dire que les étudiants qui se sont décidés pour un certain secteur, ils se retrouveront dans une phase de planning professionnel et nous tenterons d'essayer de comprendre, nous essayons de capter les différentes opportunités, de leur donner des réponses et des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs envies. C'est une orientation qui concentre donc les services d'orientation professionnelle. L'importance de choisir une profession, en particulier doit être expliquée aux étudiants. Et on doit expliquer donc les particularités de chaque profession, les différents choix qui se posent aux étudiants, quelles sont les options les plus adaptées à leurs compétences, quelles sont les opportunités d'études supérieures aussi. Ces visites sont donc réalisées avec nos services. Nous rencontrons les étudiants en groupe. Un autre service proposé par l'IJCOUR, nous avons des clubs pour l'emploi. Nous avons lancé cette initiative en 2017. Alors, il s'agit d'un programme intensif d'orientation professionnelle et d'aide à la recherche d'emploi. Nos objectifs principaux de ces clubs pour l'emploi, c'est de fournir un soutien en matière de méthode de motivation aux groupes ayant besoin de stratégies spécifiques, telles que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les chemins de longue durée et les anciens détenus. L'idée de ce club pour l'emploi, c'est de trouver l'emploi qui convient le mieux à chaque participant, à chaque candidat. Lors des clubs qui durent entre 2 et 5 jours et comptent des groupes de 15 personnes maximum, nous fournissons des informations théoriques et pratiques aux participants pour qu'ils puissent prendre conscience de leurs propres compétences, s'informer sur le marché du travail et afin de découvrir les moyens de rechercher l'emploi, les différents canaux qui sont à leur disposition, comment rédiger un CV efficace et savoir comment se comporter lors d'un entretien d'embauche. Dans ce contexte, nous avons établi 80 clubs d'entreprises dans 72 provinces et d'ici la fin de cette année, nous souhaitons ouvrir des clubs pour l'emploi dans toutes les provinces et nous souhaitons élargir à notre étendue également. Depuis la création des clubs pour l'emploi, plus de 100 000 personnes ont pu bénéficier de cet accompagnement et de ce soutien. Dans ces clubs, nous avons des visites de clubs par les employeurs. Il s'agit
de la plus importante composante de cette initiative. Nous avons les acteurs de la vie économique, les employeurs qui sont invités au club et les demandeurs d'emploi peuvent poser des questions. Nous avons également des spécialistes des ressources humaines, des entreprises qui fournissent ces informations aux participants sur des questions importantes pour la participation à la vie professionnelle. La manière de se comporter, la manière de se préparer à l'entretien, la manière dont on doit s'exprimer. La formation théorique qu'ils reçoivent des employeurs a une plus grande incidence sur les participants. Un autre aspect, il s'agit de la participation active au processus. Nous utilisons une méthode de conseil de pairs, d'apprentissage par les pairs, qui nous permet d'assurer la participation active des membres au processus. Cette méthode est très intéressante pour les participants. Pourquoi? Parce que cet aspect accroît la confiance en soi des individus, mais il consolide également les liens d'amitié entre les différents participants, leur permettant de s'informer mutuellement des opportunités d'affaires et d'embauche. Nous utilisons des simulations dans les clubs. Les formations théoriques sont renforcées par des formations pratiques. Les participants jouent des rôles dans des situations telles que les entretiens d'embauche, les conversations téléphoniques avec les employeurs. Ensuite, les erreurs commises sont identifiées, les bonnes réponses trouvées par le groupe, conjointement par le groupe. Alors, on identifie les pistes d'amélioration et puis on trouve des bonnes pratiques. Des exemples de réussite, des anciens bénéficiaires des clubs Pôle emploi qui ont trouvé un emploi sont invités au club afin de partager leurs expériences avec les nouveaux. Nous essayons de leur proposer de venir prendre la parole afin d'apporter leur pierre à l'édifice, parler de leurs expériences dans le club. Avec ces différents exemples de réussite, comme j'ai mentionné, ces anciens bénéficiaires viennent au club, ils partagent leurs expériences et les observations réalisées ont permis de constater que cette pratique avait un effet très encourageant, très motivant sur les membres. Ils ont utilisé cette méthode. Ils ont trouvé cette méthode très conviviale et efficace. Un autre département, un autre type de service, il s'agit des conseils aux personnes handicapées. Il s'agit d'une autre initiative lancée par Ishkur. Nous avons commencé en 2018. En ce qui concerne notre modèle de soutien à l'emploi et sa mise en œuvre, nous avons mis en œuvre ce modèle on a mis en place ce modèle dans plusieurs pays dans le monde et afin d'augmenter la capacité de nos services, nous avons standardisé un examen pour les personnes handicapées. Nous avons également mené des études relatives à la structure de ce modèle, lancé dans 8 provinces et pilotes en 2018 et cette approche ou ces activités sont actuellement mises en œuvre dans 73 unités de 51 provinces, 51 provinces plutôt. En ce qui concerne l'éducation, les méthodes de l'application, les études et la diffusion des informations sont réalisées dans plusieurs provinces, à savoir 81. Un autre résultat très important de cette initiative est le suivant. Nous essayons de former des conseillers en matière d'emploi et en orientation professionnelle en tant qu'accompagnateurs ou des coachs en matière d'emploi. Grâce à ce modèle, nous nous assurons
que les personnes handicapées aient également accès à l'emploi. Nous essayons de convaincre les employeurs d'embaucher des personnes handicapées, d'orienter les personnes handicapées vers les emplois, les professions qui correspondent à leurs compétences et qualifications et leurs attentes, créer un mécanisme de suivi pour les personnes handicapées en établissement des plans d'action individuels et rendre plus efficaces les services institutionnels proposés aux personnes handicapées. Et essayer de faire en sorte que l'emploi soit durable. Nous avons également notre plateforme des ressources humaines. Il s'agit de services personnalisés de conseils aux employeurs qui identifient comme public cible les lieux de travail dotés d'un département de ressources humaines et comptant de préférence au moins 10 employés. Les plateformes RH ont été établies afin d'informer les employeurs de toutes les activités de notre institution et afin d'améliorer les services aux employeurs. Cette structure qui a vu le jour en 2018 permet également de répertorier et de mettre à jour les coordonnées des responsables et de responsables RH des entreprises membres des plateformes RH. Et de cette manière, les employeurs sont rapidement informés des services de l'agent. Au total, il existe désormais 106 plateformes RH dans 81 provinces. Quels sont les objectifs principaux? Établir des réseaux locaux au nom du marché du travail en échangeant des informations à l'aide d'échanges en face à face, donc en présentiel avec les employeurs, et de contact via différents outils de communication tels que les groupes et les applications de messagerie. Deuxième objectif, transmettre rapidement et efficacement aux employeurs des informations sur nos services institutionnels. Et troisième, renforcer la coopération entre le secteur privé et l'ISHCOUR en organisant régulièrement des réunions, des séminaires et des formations. Les activités des plateformes RH augmenteront les taux d'influence de notre agence dans le secteur privé, notamment en incitant à la coopération entre le secteur privé et l'ISHCOUR, ainsi qu'en faisant la promotion des services de notre agence auprès des employeurs représentants RH. Orientation professionnelle et aide à la recherche d'emploi pendant la pandémie. Comme vous le savez, la Covid-19 et la pandémie continuent à impacter le flux d'une vie normale, notamment dans le domaine de mobilité et d'orientation professionnelle. Les réunions en présentiel sont toujours limitées et donc une bonne prise de décision s'avère plus compliquée. À l'heure actuelle, aucun pays n'a une vraie idée de quoi demain sera fait s'agissant de cette pandémie et l'impact durable qu'elle aura sur nos vies. Différents pays ont mené des enquêtes, des études afin de comprendre les dynamiques s'agissant de l'emploi et du marché du travail. L'accès aux conseils et aux services de développement professionnel sont importants. Chaque pays essaye d'élaborer et de mettre en œuvre ses propres services, ses propres outils et d'utiliser les technologies informatiques et communicatives. Nous essayons nous-mêmes d'adopter certaines approches technologiques pour mettre sur pied cette plateforme digitale. Je vais vous fournir des informations et des exemples des différentes initiatives. Et chaque participant, chaque demandeur d'emploi
peut accéder à cette plateforme. Je peux vous donner quelques exemples afin d'illustrer mes propos. À titre d'exemple, nous avons des clubs pour l'emploi en ligne et des conseils professionnels. Les activités des clubs pour l'emploi, qui se déroulaient uniquement face à face jusqu'au début de la pandémie, ont été transférées en ligne en juin 2020. En plus des mesures liées à la santé et la prestation des services en ligne, il existe également d'autres avantages tels que la fourniture de la prestation de services de conseil dans les endroits dépourvus de direction provinciale. En date de fin juillet 2021, c'est-à-dire un an après le lancement, presque 26 000 personnes ont pu bénéficier des formations des clubs pour l'emploi en ligne. C'est un exemple très important afin d'illustrer les différentes démarches qui ont été prises pour faire face à la pandémie. Un autre exemple, les ressources humaines disponibles en ligne. Le 27 mai 2021, un atelier préparatoire au sommet RH et une demi-journée de formation en communication et en droit ont été organisés en ligne avec la participation de toutes les directions provinciales. En 2021, en raison des conditions liées à la pandémie, l'adhésion à la plateforme de réunion en ligne Zoom a été offerte à chacune de nos provinces pour les plateformes RH, pour qu'ils puissent, ou pour que chacune de nos provinces puisse s'entretenir avec les parties prenantes en ligne et simplement. Dans le cadre des études liées, nous avons mené des enquêtes avec les employeurs. Un autre exemple, il s'agit de la journée des carrières virtuelles. La journée virtuelle orientée carrière professionnelle a été organisée en ligne le 15 janvier 2021 afin de réunir en toute sécurité les employeurs, les étudiants et les jeunes souhaitant impulser ou donner de l'élan à leur carrière professionnelle. Nous avons, comme j'ai déjà évoqué, nous essayons de faire ces transitions, de faciliter ces transitions virtuelles. Nous avons notre site web qui est accessible, mais également différents outils, dispositifs et applications. Nous avons l'application sur mobile et notre plateforme en ligne, au bénéfice de nos participants. Je me suis rendue à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention, de m'avoir donné cette opportunité afin de m'adresser à vous, et merci. Merci beaucoup de cette présentation. Je vais rendre la parole à Monsieur Alec Baroff pour la session questions-réponses de votre réunion. Malheureusement, je vois qu'il n'est pas en ligne. J'imagine qu'il a été déconnecté. Monsieur Ur ou peut-être Florence, je ne sais pas si vous souhaitez demander la parole pour que l'on puisse continuer parce que notre modérateur n'est plus avec nous. Monsieur Ur, vous avez la parole. Je vais me permettre de reprendre la parole le temps que notre modérateur puisse retrouver sa connexion. Donc, je vous remercie. On a eu quelques questions dans le chat. Il y en avait une première qui s'adresserait plutôt à Monsieur Dumora. La première, il s'agit justement par rapport au changement rapide. On a bien vu, il a présenté que sur l'orientation, il y avait tout un travail à faire, on va dire entre guillemets d'éducation, de façon à ce que les personnes prennent de plus en plus en charge avec de l'autonomie leur gestion de carrière. Mais il a posé aussi la question, Monsieur Dumora, de la data, des données.
Et je pense que c'est important qu'il nous donne sa vision sur comment aujourd'hui, justement, on peut construire, en quelques mots, hein, un système d'information sur le marché du travail qui soit réellement en mesure de donner une vision un peu anticipatrice par rapport aux évolutions. C'est-à-dire comment on peut organiser collectivement une veille et peut-être qu'il reprécise un peu le rôle des services publics de l'emploi dans cette veille. Voilà, donc je passe la parole à Monsieur Dumora, s'il peut répondre à notre question. Oui, merci Thierry. Merci pour cette question. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse et puis chacun dans cette conférence pourra compléter. Comme j'ai pu le dire, il est un rôle très important du SPE, du service public de l'emploi, c'est ce rôle d'information sur le marché du travail, puisque tous les dispositifs d'orientation se basent sur ces données, sur ces informations sur le marché du travail, que ce soit des informations sur les métiers, sur l'évolution des métiers, sur les modalités de recrutement des secteurs professionnels, etc. Donc, il y a un rôle très important à jouer par chaque service public de l'emploi pour accompagner la délivrance de ce type d'information. Et donc la question qui se pose, c'est où trouver l'information. Donc moi je donnerai trois conseils, il y en a évidemment bien d'autres. Le premier conseil, c'est que le service public de l'emploi exploite le mieux possible les données dont il dispose déjà. Un service public de l'emploi dispose d'énormément de données quand il enregistre des demandeurs d'emploi ou quand il enregistre des offres d'emploi des entreprises. Ces données sont essentielles, sont extrêmement importantes et donc il est important que le service public de l'emploi se donne la capacité de les exploiter, de les recouper, de les trier et à partir de cette masse extrêmement riche de données, de produire des supports adaptés, accessibles, tant pour les demandeurs d'emploi que pour les scolaires peut-être ou les entreprises et également pour les décideurs. Donc, mon premier conseil, c'est bien cela, c'est exploitons déjà la masse de données dont nous disposons déjà en tant que service public de l'emploi. Deuxième étape, eh bien, on peut élargir en créant des partenariats avec d'autres services, notamment d'autres services de l'État, qui eux aussi recueillent des données qui sont très importantes sur le marché du travail. Ça peut être les services fiscaux, par exemple, ou les services des chambres consulaires auxquels les entreprises peuvent être enregistrées, ou également certains services plus à caractère social, auxquels, dans certains pays, par exemple, des déclarations sont faites au moment des embauches. Si on utilise et on exploite pleinement ces données, on arrive à produire des outils extrêmement utiles pour tout un chacun. Et enfin, troisième élément, qui pourrait être le premier, parce que pour moi c'est vraiment indispensable, c'est d'avoir une proximité réelle, continue, avec le monde de l'entreprise. Quand je dis proximité réelle et continue avec le monde de l'entreprise, ça passe d'un côté par une proximité de tous les jours, c'est-à-dire quand les conseillers des services publics de l'emploi vont visiter les entreprises, sont en contact avec les employeurs, toutes les données qu'ils recueillent, toutes les informations qu'ils recueillent doivent être exploitées pour pouvoir essayer de déterminer, d'identifier des tendances dans les besoins de chaque métier, de chaque secteur professionnel. Et puis, en tant qu'institution, le service public de l'emploi doit également organiser sur son territoire ou au niveau national une relation de proximité, de confiance avec les branches professionnelles, avec chaque branche professionnelle, pour avoir une veille sur les besoins, les attentes, les évolutions. Donc déjà, je trouve qu'en combinant ces trois éléments, on peut arriver à avoir une information actualisée sur les tendances du marché du travail. Après, l'important, c'est surtout de les transposer dans des outils, dans des supports qui soient accessibles à tous. Merci Thierry. Thank you very much. I think Thierry, I'm coming.
Merci beaucoup Thierry. Je vais vous rendre la parole pour les prochaines questions, si cela vous convient. Oui, j'ai pratiquement la même question sur la question d'arriver à anticiper un peu sur les évolutions du marché du travail, et je souhaiterais, s'il peut prendre la parole, que Monsieur Togrul Al-Bakarov puisse également répondre de son côté à cette question. Thank you very much. Merci beaucoup de cette question. Merci Thierry de cette question. Je m'excuse, j'ai été déconnectée. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne suis pas sûre si j'ai pu suivre la question. Donc, est-ce que vous pouvez la poser à nouveau? Parce que je n'étais pas connectée et je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Et comme ça, je vais pouvoir partager ou apporter ma pierre à l'édifice. Hi, the question. Oui. Si vous regardez dans questions de l'audience, vous allez pouvoir les voir. Donc, j'essaie de trouver. Vous pouvez également traduire ou faire traduire les questions, mais je vais rendre la parole à Thierry pour qu'il réponde à votre question. Ça arrive d'être déconnecté, donc je vais vous reposer la question, Monsieur Al-Bakarov. En fait, la question qui était posée à Ailo, et je pense qu'on pourrait la poser à tout le monde, à chaque SPE, c'est de savoir aujourd'hui comment les SPE peuvent intervenir justement sur les données. Et c'était en partie la réponse de Monsieur Dumorin, de dire on peut déjà exploiter les données qu'on a, mais puisque pour l'orientation professionnelle, la gestion de carrière, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des données un petit peu en anticipation. Voilà, la question que je vous poserai, c'est au niveau du service public de l'emploi de l'Azerbaïdjan. Est-ce que comment vous capitalisez les données que vous recueillez sur les évolutions du marché du travail, et comment vous les intégrez justement, comment vous communiquez avec les demandeurs d'emploi ou même les institutions pour adapter votre accompagnement et éventuellement aussi orienter la formation professionnelle. Voilà, si vous voulez reprendre la parole, si ma question est suffisamment claire, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre explication détaillée. Donc, comment utiliser les données pour aider les personnes? Et comment est-ce qu'on utilise ces données pour anticiper ce qui va se passer? Donc, dans le SPE Azerbaïdjan, on a un département qui est en lien avec le marché du travail, qui travaille donc avec les employeurs. Et les membres du département m'écoutent en ce moment et vraiment ils font un travail formidable. Ils réalisent donc des recherches qui concernent le marché du travail en particulier, les tendances des compétences et comment le marché du travail évolue. Par exemple, si nous parlons d'orientation professionnelle de données et des SPE. Je peux vous donner un exemple en particulier concernant la sélection. Ce que nous prévoyons de faire, est-ce que nous faisons? Nous avons mené des recherches sur le marché du travail, nous avons défini les postes à pourvoir les plus courants. Et cette sphère, donc c'est la demande la plus importante. On peut essayer de définir quelles sphères, quels domaines seront ces domaines de demande forte dans les 10 prochaines années. Et ensuite, on peut informer les parents, les étudiants, les élèves et leur dire ce que nous pouvons attendre du marché du travail. Je pense que les données nues ne sont pas utiles, mais si nous les analysons, nous avons donc pu définir les sphères, les domaines qui sont très demandés. Ce que nous faisons aussi, c'est de définir les compétences principales, les compétences qui sont les plus importantes pour l'employabilité, donc celles qui sont demandées sur le marché du travail en Azerbaïdjan. Donc les définitions, nous les listons, nous les partageons sur les réseaux sociaux en particulier. Et je dois dire que pendant la pandémie, les réseaux sociaux et leur utilisation a beaucoup augmenté. Nous utilisons ces données, ces informations pour informer les personnes, pour leur dire quelles compétences sont nécessaires sur le marché du travail.
Donc, c'est comme ça que nous travaillons, et c'est pourquoi ce n'est pas seulement important de savoir, pas seulement d'avoir étudié, mais de savoir faire certaines choses, d'avoir certaines compétences personnelles aussi. Voilà donc quelques exemples qui, j'espère, illustrent ce que nous faisons. Mais la gestion des données est vraiment très utile pour nous, très importante. C'est quelque chose que nous apprenons aussi. Mais ce dont je suis très fière, c'est que notre direction fait très attention aux données. Et je pense que pendant les prochaines réunions et les prochaines présentations, je vais pouvoir partager plus d'informations, plus de choses que nous avons réalisées en Azerbaïdjan. Et j'espère avoir pu répondre à votre question. Réponse. Je vais maintenant avoir une question plutôt pour Monsieur Begboga de ISCOUR. En fait, j'en ai même deux questions pour lui. Il a beaucoup de chance. Il y en a une première qui, je pense, la réponse sera peut-être très courte. C'est vous avez parlé de l'emploi, de l'accompagnement des personnes, l'accompagnement à l'emploi des personnes handicapées. Nous avons notre collègue Michael qui demande s'il y a des incitations. Il met même entre parenthèses la carotte et le bâton, c'est-à-dire comment on incite, est-ce qu'il y a des incitations particulières pour travailler sur le retour à l'emploi des personnes handicapées. Et puis j'aurai une seconde question après, mais je vous passe la parole, Monsieur Begdoga. Okay, thank you. Yes, there is some incentives and supports for encouragements pour l'emploi des personnes handicapées en Turquie. Il y a un système de quotas pour les personnes handicapées. Le quota est de 3% pour le secteur privé, pour les employeurs du secteur privé, et 4% pour le secteur public. Donc si le secteur privé à 50 ou plus employés, alors ils doivent embaucher 3% du total de leurs employés. Et il faut donc 3% de personnes handicapées dans leur entreprise. Il y a d'autres encouragements, d'autres incentives qui sont donnés pour les personnes handicapées. ISCOUR fournit des primes à l'emploi pour l'emploi des personnes handicapées. Ce sont donc les mesures principales pour l'emploi des personnes handicapées. Beaucoup de pays ont leur propre système ou méthode, mais nous utilisons donc un système de quotas, Et comme je vous l'ai expliqué. Une autre question. J'en vois deux autres. Je vous donnerai la réponse tout de suite. Donc, ce que ISCOUR met en œuvre, les job clubs, donc les clubs de l'emploi, oui, donc nous les mettons en œuvre, nous les finançons, nous les organisons. Job Club a un budget séparé et soutenu financièrement par le gouvernement. Ce sont des initiatives qui ont été lancées ces dernières années. Nous coopérons aussi avec les institutions publiques et le secteur des ONG. Mais la coordination principale vient d'ISCOUR. Donc nous établissons, nous mettons en œuvre et nous organisons les job clubs, donc les clubs d'emploi. Une autre question. Quels sont les besoins des entreprises? À cet égard, je peux vous donner quelques informations. Donc, ISCOUR mène des recherches sur le marché du travail tous les ans. Cette recherche est menée, donc ces études sont menées de manière périodique par ISCOUR depuis 2007,
afin de comprendre le marché, comprendre les besoins du marché pour suivre le progrès, révéler les attentes. Cela a été donc, ces études sont menées une fois par an en Turquie. Le marché du travail et cette étude fonctionne en coopération avec Turşka, qui est une institution sociale en Turquie, qui existe depuis 2011, des politiques d'emploi actifs et d'orientation professionnelle doivent mener à des résultats, et ces études sont donc menées à travers toutes les provinces par tous les employeurs. Nous avons aussi donc une méthode d'échantillonnage des lieux de travail à travers le pays. En particulier, donc dans les régions où nous utilisons cet échantillonnage, dans les entreprises de 20 ou plus employés, ils doivent donc contribuer aux résultats des études du marché de travail. Nous menons aussi d'autres études trimestrielles où nous recherchons donc nous travaillons avec les entreprises qui ont 10 employés ou plus. C'est une recherche donc qui analyse les demandes du marché du travail reçues par İşkur, et selon İşkur, cela nous donne des informations sur les attentes auxquelles on n'a pas encore de réponse. Toutes ces études sont utilisées dans toutes les étapes de la planification. Donc pour les formations techniques, nous nous basons donc sur les résultats des recherches en fonction des provinces. Donc par exemple, les résultats d'Istanbul seront utiles si nous avons un certain besoin de compétences techniques. Alors nous développerons le nombre de formations techniques. Nous publierons les résultats des études sur le site İşkur, donc tout le monde peut y accéder. Cette information est publique pour pouvoir orienter le pays. C'est un vrai succès. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup. J'allais rendre la parole à Thierry Huor, mais il a quitté la réunion. J'imagine qu'il a des problèmes techniques. Monsieur Alakbarov, je vais me retourner vers vous pour la suite. Merci Astrid pour votre aide. Merci pour les questions, chers amis, cher public. J'aimerais maintenant donner la parole à Madame Florence de Mathieu, qui est la vice-présidente de l'AMCEP et qui va nous partager donc ses remarques de clôture. Madame, la parole est à vous. J'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais commencer tout d'abord par les remerciements. Remerciements à l'Azerbaïdjan et à la Turquie pour avoir présenté leurs expériences. C'est toujours très enrichissant de pouvoir regarder ce que font nos pays voisins pour traiter de ces sujets. Et j'ai pu, à l'occasion des présentations, voir que l'initiative était à l'œuvre. Et ça, c'est de toutes les façons toujours un bon point. Et puis, je voudrais remercier évidemment l'OIT et dans la parole de François Dumora pour nous avoir donné un peu de matière internationale sur des questions qui évidemment traversent aujourd'hui tous les services publics. L'OIT nous a donné une vision qui permet de dire que l'orientation professionnelle est évidemment une priorité, doit être une priorité, à la fois dans la gestion des carrières, mais aussi pour pouvoir activer les marchés du travail. La gestion des carrières, parce que évidemment,
C'est pour l'ensemble des compatriotes de chacun des pays, de chacune des régions. On peut penser d'ailleurs y compris aux migrations. Le fait de pouvoir avoir une orientation professionnelle permet évidemment de gérer des parcours, des carrières. Ça a été dit aussi. Gérer l'espoir pour les citoyens, gérer finalement de l'avenir. Et pour en plus ceux qui en ont le plus besoin, on voit bien que c'est tout le rôle d'un service public que de pouvoir s'occuper de la question de l'orientation professionnelle. Et puis le deuxième point qui a été développé par l'ensemble des interlocuteurs, et tout particulièrement donc en effet Azerbaïdjan et Turquie, c'est que sans orientation professionnelle, eh bien au fond un marché du travail qui ne peut se tenir, qui ne peut se développer, puisque les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ont besoin de recruter des collaborateurs, futurs collaborateurs, formés et donc orientés à se former et évidemment à occuper les marchés du travail. Et puis peut-être troisième élément pour prioriser cette orientation professionnelle, les mutations rapides de l'ensemble de nos marchés du travail. Ça a été dit, mais je voudrais réinsister sur le fait que maintenant, tout jeune, où qu'il soit dans le monde, aura à se poser la question de son orientation professionnelle plusieurs fois dans sa vie. On le sait aujourd'hui, l'évolution technologique, mais pas que, l'ensemble des évolutions telles qu'elles ont pu être tracées par M. Dumora, les évolutions technologiques, climatiques et démographiques vont impliquer demain que chaque individu se pose la question de son orientation et de la formation, et je le disais, sans doute plusieurs fois dans sa vie. C'est donc tout l'enjeu des services publics de l'emploi d'être présents et évidemment de mettre en place des dispositifs de qualité, réactifs, et qui soient évidemment, et ça a été très bien dit, en capacité de pouvoir agréger un certain nombre de données, telles que les données du marché du travail, mais aussi les données démographiques, mais aussi les données d'éducation, pour pouvoir orienter les dispositifs de bonne façon et permettre à chaque individu de se développer dans son parcours. Et finalement, quel honneur pour un service public de l'emploi de pouvoir travailler à cet accompagnement pour les individus, mais aussi pour le besoin des entreprises, et au fond d'être au cœur du social et d'être au cœur de l'économie. Je voudrais aussi, en saluant les deux interventions, dire à quel point la question des outils de l'orientation est une question indispensable. Une fois qu'on a pu dire que c'était une priorité, s'équiper d'un certain nombre de données pour bâtir une stratégie, eh bien évidemment les outils mis à disposition revêtent une importance toute particulière. Alors ça a été dit, la numérisation, évidemment, le numérique qui nous a été utile, indispensable et j'ai envie de dire probablement un peu le seul outil pendant la période de pandémie, mais ô combien la présence des conseillers, ô combien la présence d'hommes et de femmes qui sont là pour guider chacun, évidemment, dans son parcours, parce qu'on le sait, s'orienter, c'est pas forcément quelque chose de facile et qui peut se résumer au bon usage d'un algorithme ou d'un outil sur un petit smartphone. Ça remet en place, je crois, la place de nos conseillers, la place de nos collègues, hommes et femmes, qui au quotidien accompagnent évidemment les chercheurs d'emploi. J'ai pu entendre qu'en Turquie, il y avait 4000 conseillers. Eh bien, je crois que c'est la meilleure ressource, en effet, pour mettre en place des programmes d'orientation. Et puis, puisque j'ai l'honneur de conclure cette conférence de vraiment bon et haut niveau, je voudrais dire que s'occuper de l'orientation, évidemment, des demandeurs d'emploi, ça oblige les services publics que nous sommes à s'occuper de l'orientation et de la formation de nos propres personnels. Comment demander à nos collègues, nos collaborateurs, de pouvoir accomplir cette mission auprès des demandeurs d'emploi et in fine au service des entreprises, sans que eux-mêmes aient évidemment des programmes d'orientation et de formation qui leur permettent de soutenir cette mission dans les meilleures conditions.
Et c'est d'une certaine façon un encouragement à se retrouver tous au prochain congrès de l'Association mondiale des services publics, qui porte, j'ai envie de dire, dans ses gènes, deux thématiques. Elle se tiendra en Estonie, l'innovation et l'humain. Eh bien, je crois que là, on a pu mesurer ensemble combien l'innovation et l'humain étaient au cœur de cette préoccupation de l'orientation et de la formation. Un très grand merci de nouveau aux organisateurs, aux speakers. Et puis, je vais repasser la parole à Monsieur le modérateur pour terminer cette. Thank you. I was going. Merci beaucoup. Je vais rendre la parole à votre modérateur principal qui, malheureusement, je le constate, n'est plus en ligne. Monsieur Huor, peut-être que vous souhaiteriez prendre la parole. Si vous le souhaitez, levez la main. Et je vois que Monsieur Alakbarov a des problèmes techniques. Monsieur Huor, je vous rends la parole. Al-Bakarov puisse faire la clôture, puisqu'il s'est beaucoup investi sur le déroulement de cet événement. Je tenais moi aussi effectivement à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation. Vous n'avez pas vu tout le monde, vous avez vu les speakers, vous avez vu nos différentes hôtes, mais il y a toute une équipe qui est derrière et qui nous a aidé à mettre en place cet événement. Et voilà. Avant de clôturer, je voulais les remercier. Je voulais vous remercier à tous pour votre participation. Et on va considérer maintenant que nous allons clôturer cet événement. Voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir.